Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors ici, je vais essayer de vous présenter un exemple de contrôle continu de deuxième semestre, le contrôle numéro 1, à la barakatillah. Alors on vous demande ici de dire vrai ou faux pour les propositions qui sont en bas. Donc les chaînes alimentaires sont formées seulement de 3 maillons. Non, on peut avoir plusieurs maillons dans une chaîne alimentaire. Donc la proposition est fausse. Alors on vous demande que le réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles. Bien sûr, donc le terme réseau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sont reliés entre eux. Donc c'est aussi un ensemble de chaînes alimentaires qui sont reliées entre elles. Donc la proposition est vraie. Et ici vous avez les consommateurs. Les consommateurs, je vais essayer de retirer ça. Bon, les consommateurs sont le premier maillon de chaîne alimentaire. Donc non, c'est faux. Chaque chaîne alimentaire normalement débute par des producteurs, c'est-à-dire que ce sont les plantes. Donc ce ne sont pas les consommateurs qui représentent le premier maillon, mais ce sont les producteurs, c'est-à-dire les plantes vertes. Alors ici on vous demande de définir les termes suivants. C'est quoi un réseau trophique? Et c'est quoi biomasse? Et c'est quoi un producteur? Donc un réseau, qu'on vient de le dire, c'est un ensemble de chaînes alimentaires qui sont reliées entre elles dans un écosystème. Biomasse, c'est un terme spécial normalement lorsqu'on parle des écosystèmes. La biomasse, il y a la biotope. Le biotope, c'est l'endroit où vivent les êtres vivants. Biomasse, c'est l'ensemble de la masse via la matière organique d'origine animale et végétale. Donc les producteurs, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les êtres vivants qui sont capables de produire la matière organique à partir de la matière minérale. Aussi, ce sont des autotrophes. Donc ici, vous avez un schéma à compléter avec les termes qui sont proposés ici. Alors ici, vous avez des flèches. Donc ici, on parle des chaînes alimentaires. Donc ça veut dire que la flèche, toujours, il signifie est mangée par. Donc commençons par le premier élément, premier maillon. Ce sont les végétaux. Donc les végétaux, ou bien le végétal, il est mangé par quoi? Par les herbivores. Et les herbivores eux-mêmes, ils sont mangés par les carnivores. Donc le végétal, c'est un producteur, c'est-à-dire il produit la matière organique. Les herbivores, ce sont les consommateurs de premier ordre, alors que les carnivores, ce sont les consommateurs de deuxième ordre. Donc ça c'est le premier maillon, deuxième et troisième, on peut avoir plusieurs maillons que ça. Donc ici vous avez un schéma, si vous avez ici, on vous donne un document, il faut normalement le lire tout entier pour comprendre la question, lorsqu'il sera indiqué. Donc ici vous avez le soleil vers le haut, c'est-à-dire la source d'énergie pour que les plantes vertes puissent fabriquer leur matière organique grâce au phénomène de la photosynthèse. Ici vous avez le passage de cette matière organique vers les consommateurs de premier ordre, qui sont les compagnons, et les compagnons seront mangés par les bélètes, qui sont les carnivores des consommateurs de deuxième ordre. On voit ici qu'il y a passage de l'énergie d'un maillon à un autre maillon, et ici on voit qu'il y a une énergie qui est perdue sous forme de chaleur. Donc tous les êtres vivants, lorsqu'ils meurent, ils seront décomposés par les décomposeurs, les insectes, les bactéries, etc. dans le sol. Ils transforment la matière organique en matière minérale qui sera utilisée par les plantes vertes. Donc ça c'est une idée générale et on va voir les questions. Donc la question vous demande de montrer qu'il y a un flux d'énergie au niveau des maillons de la chaîne alimentaire. Donc c'est quoi le terme flux? C'est-à-dire un passage d'un maillon à un autre maillon. Donc bien sûr qu'on vient de le dire, l'énergie qui est ici sera utilisée par les herbivores, et les herbivores, cette énergie des herbivores, lorsque les carnivores sont mangés, l'énergie va passer dans les carnivores. Donc il y a un passage de l'énergie, ça veut dire qu'il y a un flux de l'énergie au sein d'une chaîne alimentaire. Ici, on vous demande de comparer la valeur énergétique des biomasses mesurées au niveau des maillons de la chaîne alimentaire. Et qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc ici, on constate que si on va mesurer ici l'énergie 66 points, c'est-à-dire multiplié par 10 puissance 6 kJ, ici il y a une diminution, ici il y a aussi une autre diminution. Donc ça veut dire qu'il y a une diminution de l'énergie lorsqu'on passe d'un maillon à un autre maillon de la chaîne alimentaire. Qu'est-ce qu'on constate normalement ici? La conclusion qu'il y a un flux de l'énergie, il y a aussi une perte d'énergie sous forme de chaleur qui n'est pas utilisable par les êtres vivants. Ici, on vous demande de chasser l'intrus et en justifiant la réponse
si vous avez premier ensemble la chauve-souris, le lapin, l'homme, le lion, la cigogne, et normalement, on vous demande de chasser. Donc ici, il y a des éléments, des êtres vivants qui se ressemblent par leurs caractéristiques, par leurs critères, alors que d'autres, ils ne le ressemblent pas. Vous avez la chauve-souris avec le lapin, l'homme, le lion, mais la cigogne n'appartient pas parce que ces animaux-là, ce sont des mammifères, alors que la cigogne, il a un corps qui est recouvert par des plumes, donc c'est un oiseau. C'est ça la justification. Deuxième série, on vous demande de chasser aussi les truies, le cèdre, le chêne vert, le pin, le cyprès, le sapin. Ici, vous avez trois éléments qui se ressemblent, alors que le chêne vert, normalement, il a des graines qui sont cachées, alors que les autres, ils ont des graines, le fruit, il possède des graines qui ne sont pas cachées. Donc ici, on a deux classes. La première, c'est les angiospermes, et le deuxième, ce sont des angiospermes. Alors, ici, vous avez le chêne vert, un angiosperme, c'est-à-dire il est caché, alors que les autres, ils sont des graines entre les égaux qui n'est pas caché. Troisième série, le crocodile, le serpent, la tortue, la salamandre, le lézard. Donc, le premier coup, on voit que le lézard, la tortue, le crocodile, le serpent, ils ont un corps qui est composé par des écailles qui sont soudées, alors que le salamandre, il n'a aucune chose sur la peau. Il a une peau qui est nue, donc il appartient à la classe des amphibiens, alors que les trois autres, il appartient à la classe des reptiles. Dernière série, vous avez la mouche, l'araignée, moustique, l'abeille, les guêpes. Donc il y a la guêpe, l'abeille, la mouche, ils ont trois paires de pattes, donc il appartient à la classe des insectes, alors que l'araignée, il a quatre paires de pattes, donc ce n'est pas un insecte, c'est un arachnide. Alors ici, vous avez un ensemble d'êtres vivants en classe la classe dans l'ensemble B. Aussi, pour vous aider, je vous ai présenté ici l'image de l'animal. Donc, mésange, c'est un oiseau qui a sur le corps des plumes, donc c'est la partie classe des oiseaux. La fourmi, il a trois paires de pattes, donc il appartient à la classe C des insectes. Le hérisson, il a la femelle avec les petits, donc c'est un mammifère. Alors, la limace, il a un corps qui est mou, il appartient à la classe des mollusques. Mille pattes, il a plusieurs pattes, donc il appartient à la classe des myriapodes, mais il a ça veut dire plusieurs. Crevette, normalement, il a 5 paires de pattes, donc il appartient à la classe des crustacés. Alors, l'araignée, il a 4 paires de pattes, normalement, 4 paires de pattes, il appartient à la classe des araignées qu'on a vu tout à l'heure. La carpe, il a un corps qui est recouvert par des écailles qui ne sont pas soudées, donc c'est la classe des poissons. Alors, la grenouille, il a un corps qui est nu, donc il a la peau qui est nue, donc il appartient à la classe des amphibiens. Alors, vous avez à définir les termes suivants. On passe ici à la géologie. C'est quoi la carte topographique et c'est quoi un profil topographique? Donc, la carte topographique se distingue des autres cartes par la présence normalement des courbes de niveau. Donc, une carte topographique nous représente aussi à l'échelle réduite d'une région sur une surface plane. Les différentes formes de relief sont représentées par des courbes de niveau. Ce sont ceux qui différencient la carte topographique des autres cartes. Un profil topographique. Donc, pour savoir normalement l'aspect d'un relief d'une région, donc on utilise la carte topographique pour tracer un profil topographique qui nous indique l'aspect de relief dans une région sur la carte topographique. Donc, c'est un profil topographique. Il représente la variation et la représentation de la variation du relief entre deux points d'une carte topographique. Donc, si vous avez ici deux ensembles, les termes scientifiques et les expressions qui nous conviennent. Point côté, donc on doit normalement lire tout ça pour savoir quelle est l'expression qui nous convient. Donc, le point côté, normalement, il nous indique l'altitude sur une carte topographique. Donc, il indique l'altitude précise d'un relief par rapport au niveau de la mer. Donc, la légende, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on trouve dans un côté de la carte topographique, il nous aide à savoir lire la carte. Donc, la courbe du niveau qu'on a dit tout à l'heure, c'est une ligne qui rejoint normalement les points de même altitude. Donc, les coordonnées, il y a normalement deux, comme vous le savez, les coordonnées de Lambert, les coordonnées kilométriques et les coordonnées de Lambert, ce sont les coordonnées kilométriques, et les coordonnées géographiques, ce sont les coordonnées des parallèles et des méridians. Alors, répondre par vrai ou faux en utilisant ou bien en justifiant la réponse. Donc, des courbes de niveau très rapprochées représentent une plaine
Une plane, normalement, c'est une surface qui est plane. Pour vous aider, je vous ai présenté ici un exemple de courbes de niveau qui sont très rapprochées qu'on voit ici. Donc la projection sur la carte topographique nous indique que ici vous avez des courbes de niveau qui sont très serrées. Donc la représentation du profil nous indique que ici vous avez une pente forte, ici une pente faible. Donc ce n'est pas une plaine. Donc la réponse il est fausse. Deuxième, la boussole permet d'orienter une carte topographique, bien sûr. Et troisième exemple, troisième proposition, l'échelle d'une carte topographique aide à déterminer la distance réelle, bien sûr. Donc la première normalement il est fausse, la deuxième il est vrai et la troisième il est vrai. Donc donnez la bonne réponse. L'équidistance des courbes de niveau c'est quoi? Donc je vous ai présenté ici une carte topographique dont il y a des courbes de niveau et des courbes maîtresses et vous avez des valeurs qui indiquent là-dessus. Donc c'est quoi l'équidistance? Donc le terme pour se rappeler l'équi, vous avez même, et distance, c'est la distance que vous la connaissez. Donc l'équidistance, est-ce que c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives ou bien il est mesuré en kilomètres? Donc ça c'est faux, donc il est mesuré en mètres. La distance horizontale qui sépare normalement deux points, qui les sépare plutôt, qui sépare c'est-à-dire deux courbes de niveau, ou bien la variation, il est variable sur la même carte topographique. Donc commençons par la dernière qui n'est pas variable, l'équidistance c'est la même distance, donc elle est fausse. La distance horizontale, on ne peut pas la dire parce que la distance horizontale, on la calcule grâce à l'échelle. Les mesures en kilomètres c'est faux et les mesures en mètres, donc ça reste la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successifs. Ici, vous avez une carte topographique et vous avez le segment, la ligne AB. Donc, si on part du point A vers le point B, je m'excuse, à quel est l'aspect de relief qu'on va trouver? Est-ce que c'est A, ou bien c'est B, ou bien c'est C, ou bien c'est D? Donc, si on commence par A, vous avez quelque chose qui monte. Donc, ici, vous avez 300, donc 300 vers le 150, donc on doit diminuer, donc ça c'est faux. Ici, vous avez quelque chose qui monte, donc c'est faux. On commence par B. Normalement, on trouve ici B. Ça diminue, mais ça reste comme ça. Donc c'est faux, ça reste celle-là qui, normalement, on descend et puis on monte vers le point B. Donc la réponse qui est juste est la réponse D. Merci de votre attention et je vous laisse avec Einstein, le scientifique Einstein qui dit que la science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Bon courage, wa Jumu'ah Mubarak.